Bonjour et bienvenue à tous dans le Legal Club Sandwich. La saison 9 est lancée. On a même refait la déco. C'est votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité, mais pas que. Euh, mais pas que. Je parle de contenu juridique, bien sûr, de qualité, c'est entendu, dans une ambiance, bien sûr, détendue. Vous le voyez, ça commence bien. Aujourd'hui, c'est l'émission 75, déjà 75. Je suis Lyndia Le Sauvage et je suis accompagnée par notre fidèle équipe, Audrey Deléris et Pierre Landy, pour animer cette émission. Une invitée avec un sujet qui vous concerne, que je vais vous présenter dans quelques secondes. Deux chroniqueurs que vous connaissez et qui partageront avec nous leurs chroniques en fin d'émission avec tips et conseils en recrutement, en communication, en leadership, les sujets évidemment qui nous rassemblent. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vas-tu, Audrey Deléris? Merci India, écoute, ravie de te retrouver, de retrouver Pierre et notre super invité pour la saison 9 déjà. Et déjà. Et Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? Mais je vais bien, l'India, le sauvage. Je vais bien, je vais très très bien. J'ai vu que c'est la nouveauté de la saison 9, l'India met le nom de famille avec. Donc, Oui, je c'est te normal. remercie, l'India, le sauvage. Et nous sommes ravis d'accueillir Marie Contant avec un sujet qui va évidemment faire parler de lui, les risques psychosociaux quand le stress fait des heures supplémentaires. Pour nous éclairer d'ailleurs sur ces heures supplémentaires, on a le plaisir de t'accueillir, Marie, qui vient du cabinet BG2V. Bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour Lindia, très bien, ravie de participer à cette émission avec vous trois. Puis on en est d'autant plus heureux parce que tu es souvent sur BFM et tu as réussi à trouver du temps pour venir nous voir, Marie. Parce que c'est la star du droit social sur BFM, Marie. Donc, merci vraiment d'être là aujourd'hui. Non, merci à vous. Et Marie, dis-nous quel sujet, quel message en tout cas souhaites-tu faire passer à nos auditeurs? Alors, sur les RPS, donc les risques psychosociaux, le point qui est important à avoir en tête, c'est que c'est pas un effet de mode. C'est souvent le problème avec les sujets dont on parle de plus en plus, c'est qu'on a tendance à se dire c'est un effet de mode, ça va passer. Là, c'est pas le cas en fait. Ça concerne vraiment toutes les organisations, de la start-up au grand groupe, et ça touche tout le monde dans l'entreprise. Ça peut toucher aussi bien le stagiaire qu'un dirigeant, et ça peut avoir des conséquences très graves. Alors, des conséquences graves pour la santé des collaborateurs, mais aussi pour les organisations. Et donc, le message, s'il y a un message à retenir de cette chronique, c'est que les RPS, il faut s'en occuper et s'en préoccuper. Et Marie, bien sûr, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter également à nos auditeurs? Oui, alors, je suis avocat depuis 22 ans, spécialisée en droit social. J'exerce au sein du cabinet BG2V, qui est un cabinet d'affaires full service. Donc, comme c'est un cabinet d'affaires, une clientèle d'entreprise. Et je conseille des entreprises de toute taille. Et c'est vraiment ce constat que j'ai partagé dans mon message, c'est que les RPS, ça concerne vraiment tout type d'entreprise. Et ce constat m'a aussi amené à développer une activité un peu nouvelle au sein des cabinets d'avocats. C'est une activité d'enquête. En fait, de plus en plus, je me suis rendu compte que face à une situation de RPS, ce qui était important, c'était de poser un diagnostic objectif sur la situation. Et pour ça, on avait besoin de faire une enquête. Et les avocats sont habilités à être enquêteurs. Alors, on n'enquête pas chez ses propres clients, on enquête chez les clients des confrères. Mais donc, on a développé au sein du cabinet cette activité-là pour justement répondre à des situations de RPS. Alors ça, je trouve ça absolument génial, Marie, que ça se soit développé parce que effectivement, moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu des cas de figure où il y avait des enquêtes à mener et très souvent, c'est donné à la DRH, à quelqu'un à la DRH, voire au service juridique. Et en fait, quelque part, je trouve quand même qu'on est un peu juge et partie dans ce genre de situation en tant que c'est des deux départements. Et alors, notamment si ça touche un dirigeant, ça devient excessivement compliqué
de dire oui, 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 le dirigeant est bien un harceleur. Et donc, c'est vrai que j'avais tendance vers la fin, moi, en tant que directeur juridique, à conseiller d'essayer de faire intervenir un avocat extérieur pour mener l'enquête. Comme ça, personne va pouvoir voilà, remettre en cause la véracité de l'enquête. Donc, je trouve que c'est vraiment un super truc à mettre en place et une super recommandation d'ailleurs pour nos auditeurs quand ils sont face à cette situation. Voilà, et la garantie supplémentaire qu'on donne, c'est que, alors, je crois que ça s'est partagé parmi les confrères, c'est qu'on n'enquête pas chez ses propres clients. Donc, on n'a aucun intérêt à délivrer un message plutôt qu'un autre, puisque on n'est pas, on n'espère pas en échange avoir des prestations et être sollicité. C'est vraiment, on intervient comme enquêteur de façon objective et on a une approche très neutre et c'est effectivement cette garantie-là qu'on apporte. Et Marie, donc là, on a déjà cité un mot important, harcèlement, mais est-ce que tu peux revenir sur la définition même des RPS, donc les risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est Oui, concrètement? tu as raison, Audrey. Commençons par le début. Les RPS, en fait, c'est une famille assez large de tous les risques pour la santé des salariés, mais qui ont leur origine dans les conditions de travail et l'organisation de l'entreprise. Donc, on n'est pas dans un risque industriel où c'est la machine qui va blesser, mais c'est l'organisation et les conditions de travail qui sont à l'origine d'une exposition au risque. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les risques psychosociaux ne génèrent pas que des troubles pour la santé mentale. Alors, ce sont ces troubles-là qui sont le plus évidents. On pense notamment au burn-out, je sais que vous allez en parler tout à l'heure, aux troubles psychiques, dans les cas les plus extrêmes, à des suicides. Mais on a aussi des troubles pour la santé physique. C'est un facteur très aggravant des maladies cardiovasculaires, par exemple, les risques psychosociaux. Le suicide, c'est ce qui est arrivé à France Télécom, non? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et d'ailleurs, la prise de conscience sur les RPS, c'est beaucoup fait en parallèle avec l'évolution de cette jurisprudence. France Télécom a été condamné effectivement pour harcèlement institutionnel parce qu'en fait, ils ont essayé de réduire leurs effectifs sans pouvoir mettre en place de plans de sauvegarde de l'emploi et de plans de licenciement parce que la plupart étaient fonctionnaires et donc ont mis en place des techniques pour inciter les gens à partir d'eux-mêmes. Et ça a donné lieu à une vague de suicides dont on a beaucoup parlé, effectivement. Alors, donc, j'imagine que bon, il y a différents types de RPS. Concrètement, c'est quoi? Alors, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on peut les définir dans des grandes catégories? Oui, en fait, généralement, on parle de trois familles de RPS. Il y a le stress. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, tout le monde voit à peu près ce qu'on ressent, mais en fait, il y a une définition objective du stress. C'est la situation dans laquelle on est convaincu qu'on n'a pas les moyens de répondre à une exigence. C'est-à-dire qu'on n'a pas les capacités ou les moyens, le temps suffisant pour répondre à ce qu'on nous demande de faire. Donc, c'est ça la situation de stress, et c'est effectivement la première famille de RPS. La deuxième, c'est ce qu'on regroupe sous le terme de violence interne à l'entreprise. En fait, c'est là où on va retrouver le harcèlement, le sexisme, les conflits interpersonnels. Tout ça, c'est ce qu'on voilà, on regroupe sous le terme de violence interne. Et la troisième, Harry, oui, pardon, quand tu dis conflit, enfin, ou tension interpersonnelle, c'est quoi? C'est deux collègues qui peuvent pas se sentir? par exemple, ouais. D'accord. Ça peut C'est être un c'est vraiment collectif. entre deux personnes déterminées, quoi. Voilà, ça peut être un collectif de travail dégradé où les gens ne s'entendent pas. Ça peut être des mauvaises relations entre un manager et un salarié. Ça peut être des relations délétères en fait à tous les niveaux de l'entreprise. Malheureusement, on en voit. Voilà, c'est tout ça, les violences internes. Et effectivement, les cas de harcèlement, c'est la phase la plus extrême de ces tensions et de ces conflits interpersonnels qui sont générateurs de risques psychosociaux. Et la troisième famille, ce sont les violences externes à l'entreprise. Ça, c'est une catégorie intuitivement on connaît moins bien. C'est tous les gens qui sont exposés, par exemple, à un public difficile. Il y a des clients mécontents, donc on peut prendre l'exemple des centres d'appel qui reçoivent en permanence des appels de gens qui sont stressés parce qu'ils ont à déclarer un accident, par exemple, dans les compagnies d'assurance. Ou il y a aussi toutes les populations qui sont confrontées à la souffrance. Je pense notamment dans les hôpitaux, les infirmières, les aides-soignants. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on regroupe sous violence externe et c'est une source très importante de risques psychosociaux. Là, je vais encore rajouter mon petit grain de sel, mais nous, on avait chez Yahoo
toutes les sociétés d'internet ont ça, des équipes qui se font ce qu'on appelle abuse, qui sont les équipes qui vont regarder dès qu'il y a des signalements, des vidéos ou des photos, et ils peuvent être soumis à longueur de journée, puisque c'est uniquement les utilisateurs de la pédopornographie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et c'était très compliqué pour nous à savoir comment gérer ces gens, parce que ils disaient non, non, ça va, et puis finalement, au Ouais, bout d'un moment, non, ça va pas. ouais, Et c'était pas simple effectivement à gérer. C'est vraiment complètement externe. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent forcément à ça ouais. quand on a ce genre de population. Il faut vraiment avoir en tête. Ouais, et pour rebondir sur ton exemple, moi j'ai un de mes clients en fait qui travaille pour une chaîne de télé qui diffuse des news en direct et le fait et toutes ces équipes en fait sont exposées toute la journée à des nouvelles H24. Donc quand il y a un attentat, un accident, ils sont toute la journée exposés à ces images-là de violence, de souffrance, et ça c'est vraiment un facteur de risque très important. Et peut-être plus précisément, Marie, quels sont les facteurs d'exposition en fait aux risques psychosociaux? Oui, alors ben, on pense très spontanément, on va penser à deux facteurs, c'est l'intensité du travail, donc tout ce qui est surcharge de travail, objectifs irréalisables, délai excessif, intensification des horaires, c'est-à-dire on me demande de travailler 70 heures par semaine, donc ça c'est un des risques auxquels on pense très spontanément. Les mauvais rapports sociaux. On en a parlé, c'est le deuxième facteur de risque le plus connu. Mais on a aussi, donc on en a parlé, les exigences émotionnelles, donc le contact avec la souffrance, les conflits avec des clients. Et c'est là, après, on va rentrer dans des catégories qui sont moins connues, mais qui sont tout aussi importantes. Le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand on demande à un salarié d'exécuter des tâches sans aucune marge de manœuvre, sans aucune autonomie, sans avoir la capacité d'apprécier et de mettre en œuvre un peu ses capacités cognitives, c'est extrêmement compliqué à vivre. C'est un peu ce qu'on appelle les bullshit jobs où on va demander à quelqu'un quelque chose de répété, voilà, où il doit surtout reproduire un schéma. Voilà, c'est très desséchant en fait, ça nourrit pas du tout et c'est un facteur de risque très important. Et est-ce que Marie, c'est ce qu'on appelle le bore-out, du coup? Alors le burn-out, c'est plutôt l'ennui. L'ennui, d'accord. Donc c'est quelqu'un à qui on va pas, en fait, qui n'a pas assez de tâches, qui n'a pas assez de travail. D'accord. Et du coup, qui va s'ennuyer. C'est un phénomène qu'on trouve quand on a un salarié qui est mis au placard, par exemple. Il va souffrir de bore-out parce que toute la journée, il va être sur Brawl Stars ou sur Tetris, selon la génération. Et ça, effectivement, c'est un facteur de risque psychosocial Aussi, très d'accord. important. Ouais, très important. Ça marche. On a aussi, autre facteur de risque très important, c'est les conflits de valeurs. C'est-à-dire qu'on me demande de faire quelque chose qui n'est pas de qualité, alors que moi, je suis très perfectionniste. Par exemple, on me demande de rendre un service très dégradé, alors que moi, j'ai à cœur de bien faire. Ça, voilà, ça peut être un conflit de valeurs. Ou alors, on peut, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme exemple euh, voilà, de promouvoir quelque chose, par exemple, qui correspondra pas aux valeurs profondes de la personne en termes de, je sais pas, d'égalité homme-femme ou de respect, euh, où va m'envoyer vendre un produit où je sais que j'escroque en fait les gens à qui je le vends. Voilà, ça c'est un conflit de valeurs très, très fréquent. Et la dernière source qu'on peut citer, c'est tout ce qui est insécurité liée au travail. Donc, on a ça beaucoup chez les salariés qui ont des contrats précaires. Donc, les intérimaires, les gens qui font des CDD à répétition. Et on a ça aussi beaucoup dans les entreprises qui se portent pas bien et qui font beaucoup de restructuration dont l'activité, voilà, qui sont en permanence en train d'essayer de réinventer leur activité économique, qui ont des activités en déclin, parce que en fait, les personnes vivent avec la crainte permanente de perdre leur emploi. Merci Marie pour ces explications. Et je pense qu'il y a des entreprises qui nous écoutent et qui se disent bon, bah, c'est chez les autres, mais chez nous, tout va bien vraiment. Moi, je suis pas concernée. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces entreprises qui ne se sentiraient pas concernées par les risques psychosociaux?
Bah, que c'est illusoire de penser on n'est pas concerné. Je peux peut-être donner un exemple, mais sur LinkedIn, là récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une espèce d'énorme réaction, bashing incroyable, parce que donc une personne travaillant dans une start-up racontait, très fière d'elle, que le matin, elle était arrivée avec je ne sais plus quelle pâtisserie à apporter à sa stagiaire, qui avait travaillé avec elle la veille jusqu'à 2 heures du matin. Et donc, elle s'était mise en scène sur TikTok en train d'offrir ses pâtisseries à sa stagiaire. Et ça a donné lieu à un déferlement de critiques incroyables. Elle a été bannie de TikTok et elle a reposté sur LinkedIn les mêmes choses. Et il y a vraiment des commentaires assez savoureux, notamment d'inspecteurs du travail qui disent bah, écoutez, si vous voulez qu'on vous apprenne le droit du travail, euh, on est à votre disposition, n'hésitez pas. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a rien à faire des risques psychosociaux. On voit bien, cette personne-là, elle a dit, bah, moi j'ai fait travailler ma stagiaire jusqu'à 2 heures du matin et c'est pas grave, je lui ai apporté des pâtisseries le lendemain. Donc en fait, elle était dans ce mouvement-là de j'en ai rien à faire des risques psychosociaux et de ce à quoi j'expose les stagiaires. Et il y a eu un vent de contestation énorme. Donc, il y a un enjeu réputationnel très fort. Donc, vraiment, les gens qui pensent que les risques psychosociaux, ils n'en ont rien à faire, le premier sujet, c'est peut-être penser à l'enjeu réputationnel. Mais il y a d'autres éléments. C'est que, premièrement, je suis avocat, donc je ne peux pas ne pas vous parler de l'obligation juridique de l'employeur. L'employeur, il est tenu d'une obligation de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié qui l'embauche, quand il travaille pour lui, il ne doit pas excessivement mettre sa santé en danger. Donc l'employeur doit prendre des mesures pour permettre à ses salariés de pouvoir travailler dans des conditions qui ne mettent pas leur santé en danger. Et ça se décline, il y a tout un corpus d'obligations, l'obligation de mettre en œuvre en place un document unique d'évaluation des risques, un plan de prévention des risques. Et le nombre de contentieux qu'on a sur des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur, ils sont considérables. Donc, on a parlé de l'enjeu réputationnel, il y a aussi un risque juridique. Et après, les études montrent de plus en plus que, il y a un vrai intérêt économique en fait pour l'employeur. C'est-à-dire que des salariés qui sont trop exposés à des RPS, c'est des salariés qui sont moins performants. On va avoir une baisse de productivité, on va avoir une détérioration de la qualité des services fournis, mais je pense qu'on a tous fait cette expérience-là. Un jour de relire, je ne sais pas, un mail, un document qu'on avait envoyé à une époque où on était très fatigué, sous pression, stressé, et on se dit, mais oula, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Donc on fait tous ce constat que soumis à des risques psychosociaux trop intenses, en fait, notre travail se dégrade. Donc, l'enjeu et l'intérêt, enfin, ce qu'il faut répondre à ces entreprises qui disent moi, les RPS, ça ne me concerne pas. En fait, si, parce que si vous voulez continuer à délivrer un service de qualité, on a tout intérêt à préserver les salariés d'une exposition trop forte au RPS. Et le dernier point, c'est l'absentéisme et le turnover. C'est-à-dire que des salariés qui sont exposés à des RPS, ils vont partir, et surtout particulièrement les générations, là, les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail. En plus, le marché du travail, ce qu'il est aujourd'hui, il est assez porteur. Si je parle des cabinets d'avocats, qui est le secteur que je connais bien, il ne reste plus un collaborateur qui on dit tu vas travailler 70 heures par semaine et on va mal te parler et tu vas être soumis à un stress intense. Bah, il dit bah, attendez, moi, ça ne m'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Donc, si on veut recruter des talents, les fidéliser, prévenir l'absentéisme aussi, qui est un coût important, on a un enjeu vraiment à prendre en compte ces RPS. Alors bon, là, on a vu effectivement tous les cas des RPS et toutes les conséquences. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs sur justement comment les prévenir? Oui. Voilà la bonne nouvelle. C'est effectivement, oui, 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 parce que oui, il ne faut pas, on dresse un tableau noir, mais on n'est pas démuni face au RPS. Alors, il y a plusieurs façons d'agir.
La première façon, c'est dire, je vais agir très en amont, je ne vais pas attendre que la situation se dégrade et je vais mettre en place des mesures de prévention. Et là, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de faire des diagnostics en disant, bah, finalement, mes salariés, ils sont exposés à quels risques psychosociaux et à quelle intensité. Et pour faire ça, c'est assez simple. En fait, il suffit de leur faire remplir un questionnaire. Et vous avez des questionnaires, notamment sur le site de l'INRS, qui sont très adaptés pour des PME. Et ça permet de faire ce diagnostic. Et après, en fonction du diagnostic, on peut réfléchir à un plan d'action à mettre en place, en associant bien entendu les représentants du personnel quand il y en a dans l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Donc, j'agis sur les causes des risques, j'essaye de limiter l'exposition aux risques. Deuxième moyen d'action possible, c'est de dire, bah, de toute façon, en fait, c'est inhérent à mon activité, mes salariés sont exposés à des risques que je ne peux pas réduire. Donc, typiquement, l'infirmière qui est exposée à la souffrance de ses patients, bah, je ne vais pas pouvoir la prémunir contre ce risque-là. Ou les salariés des centres d'appel qui reçoivent en permanence des appels de gens agressifs, bah, c'est leur métier, je ne peux pas faire autrement. Je peux effectivement leur apprendre des techniques pour désarmer l'agressivité, mais je ne vais pas pouvoir complètement réduire ou éliminer ce risque. Dans ces cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on va mettre en face du facteur de risque, on va mettre dans la balance, vous voyez, il faut rééquilibrer la balance, on va mettre des facteurs de protection. Donc, vous êtes exposé très fortement à un risque d'intensité du travail, de charge émotionnelle, d'exigence émotionnelle. Et bien, de l'autre côté, je vais mettre en place un facteur de protection. Et un facteur de protection très fort, par exemple, c'est je vais avoir un collectif de travail soudé. Donc, le fait que les salariés, il y ait une forte solidarité, un collectif soudé avec des managers très accompagnants, très bienveillants, c'est un facteur de protection qui permet de rétablir cette balance-là quand je ne peux pas éliminer le facteur de risque. Et dernière Sur ce levier, point-là, je ouais, voulais rajouter un truc aussi. ouais. Nous, par rapport à l'exemple que je te citais tout à l'heure, je voulais savoir ce que tu en pensais. Nous, on avait mis en place la possibilité d'avoir accès à un psy pour parler Mm. des images que les uns et les autres voyaient. Parce qu'au bout d'un moment, à force de voir des images pédopornographiques, ben moi, j'avais des agents qui se posaient la question est-ce que je suis un pédopornographe? Enfin voilà, est-ce que moi-même je suis finalement en train de contribuer alors qu'il lutte, voilà. Et je dis pas que le site en était gavé, mais il y en avait régulièrement, ce qui est, Mm. voilà, quand tu hostes, quand tu héberges, ça arrivait. Et c'est vrai que bah, du coup, on avait pensé à ça, proposer un psy pour en parler, et ça avait beaucoup aidé, justement, parce que le psy aidait à faire comprendre, ben non, au contraire, vous luttez, c'est une bataille, vous êtes le chevalier blanc, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quelque chose que tu Oui, recommandes? c'est un autre facteur de protection qu'on peut mettre dans la balance pour équilibrer entre risque et facteur de protection. Moi, j'ai un autre exemple, un peu comme le tien. Euh, donc, je vous disais, dans les cabinets d'avocats, on a vraiment du mal à recruter, on a de moins en moins de candidats. Et c'est une consoeur qui me racontait elle fait beaucoup de dommages corporels. Donc, c'est des avocats qui interviennent dans des dossiers où il y a eu des accidents abominables. Et la question, c'est l'indemnisation des victimes d'accidents corporels. Et en fait, elle remarquait que ses collaborateurs, c'est pareil, au bout d'un moment, c'était trop de souffrance, en fait, trop difficile. Et elle avait mis en place ce système-là. Elle en était très contente, effectivement. Après, moi, ce que je vois dans les entreprises qui mettent en place ce type de ligne de cellules psychologiques de soutien, c'est qu'on a beau communiquer, c'est finalement euh, pas employé autant que ça le devrait. C'est efficace quand les salariés l'utilisent, mais en réalité, il y a une espèce je sais pas, de blocage psychologique, de se Si dire je vais non, voir un il y psy, a c'est que je suis besoin. dingue. Il y a un Voilà, peu ce côté, voilà, c'est c'est que j'ai exactement un ce que problème. c'est ça, c'est le même ressort de je vais pas voir quelqu'un parce que je suis pas fou, voilà. Et donc c'est bien, et c'est pour ça que j'ai pensé, je vais donner l'exemple du collectif de travail. Ça c'est beaucoup plus fort. C'est tiens, j'ai eu un coup de fil vraiment compliqué d'un client, j'en parle avec mon collègue à côté qui va du coup m'aider à prendre du recul. Ça marche bien et les salariés vont l'utiliser plus spontanément si on
laisse justement cet espace de dialogue entre collègues ou auprès des managers. Et puis surtout, le fait de mettre en place le psy, c'est un autre point que je voulais dire, ça ne doit pas désengager les managers de leur rôle. Oui, Genre, c'est bon, il y a une cellule de psy, c'est bon, il a qu'à l'appeler. ouais, C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Euh, ouais, c'est ça. voilà. C'est ça. Et alors, les troisièmes types d'actions qu'on a pour prévenir les RPS, c'est quand, donc là, on parle de prévention tertiaire cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai un risque qui s'est malheureusement révélé. Donc, typiquement, bah, j'ai dû constater qu'il y avait une situation de harcèlement moral, par exemple. Là, dans ces cas-là, en fait, ce qui est important, donc déjà, on en parlait tout à l'heure, c'est de faire une enquête pour comprendre les ressorts, comment on est arrivé à une situation de harcèlement moral. Et, et à partir de là, mettre en place des mesures de réparation. Donc, comment je vais faire pour restaurer le collectif de travail, que les gens retrouvent confiance dans l'organisation. Et puis surtout, mettre en place du coup des mesures de prévention primaire. Donc, comment je préviens pour éviter que ça se reproduise. Voilà. Donc, je préviens. Si je ne peux pas prévenir et diminuer les risques, je mets en place des facteurs de protection en balance. Et quand il y a une situation de RPS qui s'est révélée, je diagnostique, je fais une enquête et je mets en place des mesures un peu curatives. Curatives. Je restaure le collectif de travail, j'emmène tout le monde au vert, on va faire un séminaire, je mets en place des groupes de travail, c'est très intéressant aussi. Voilà pour les mesures de prévention. Merci beaucoup, Marie. On a encore plein de questions pour toi parce que c'est un sujet évidemment très intéressant, très, très, très lourd, mais comme tu le dis, il y a aussi des solutions à mettre en place. On a encore des questions pour toi, mais on les garde pour la suite, D'accord. étant donné que c'est le moment maintenant d'entendre nos chroniqueurs favoris. Et la première chronique aujourd'hui, ce sera notre chroniqueur, Monsieur Pierre Landy. Jingle. We do. Alors, on a fait le ménage, vous l'avez compris, pour la saison 9. Donc, on va essayer, chacun des chroniqueurs, quand c'est possible, d'avoir des chroniques en rapport avec le sujet de notre invité. Ce ne sera pas toujours possible, mais on essaiera. En tout cas, aujourd'hui, je trouvais que le sujet s'y portait fort bien. Donc, ma chronique aujourd'hui, c'est juriste, attention au burn-out. Le métier de juriste, c'est souvent synonyme de pression intense, de longues heures de travail, d'exigences constantes. Et beaucoup d'entre nous avons été attirés par cette profession par passion, par les challenges que nous allions rencontrer, notre goût du perfectionnisme aussi. Mais ces mêmes qualités, on va pas se mentir, peuvent aussi nous rendre vulnérables au burn-out. Alors, je vais essayer de vous donner aujourd'hui 5 conseils pratiques pour éviter de tomber dans cette spirale d'épuisement professionnel. Alors, le numéro 1, c'est une évidence, Marie en a parlé, c'est essayer de fixer des limites claires entre travail et vie personnelle. Donc, le premier pas, vraiment pour éviter le burn-out, ça consiste à établir une distinction nette entre vous, votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Alors, ça peut être très tentant de vérifier vos emails le week-end, de prolonger vos heures de travail à n'en plus finir, mais ce comportement va inévitablement conduire à une surcharge mentale. Alors, évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours, en plein closing, avec une audience le lendemain, sur laquelle on est un peu en retard et peut-être on a appris qu'on l'avait oublié, elle était passée à la trappe et c'est demain. Ça va peut-être être plus compliqué, mais et je suis pas en train de vous vendre un monde magique. Je dis juste que ça ne doit pas être la norme. Si c'est tous les jours comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, fixez des horaires de fin de journée, respectez-le. Déconnectez-vous des écrans pendant vos moments de repos et préservez des espaces personnels sans travail. Alors, si ce n'est pas totalement possible dans le cadre du job dans lequel vous êtes, alors exigez à tout le moins d'être totalement autonome dans votre travail avec votre manager ou dans le cas du cabinet d'avocat, dans votre travail. Vous avez fini tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, les mercredis. Vous êtes parfaitement à jour de votre to-do list et pour autant, 2 autres jours, vous avez travaillé beaucoup. Eh bien, partez à 15 heures, vous ressourcer, allez voir un film ou allez chercher pour une fois vos enfants à l'école. Ça doit être un équilibre qui fonctionne entre ces moments de pic d'activité et ces moments où vous retrouvez du moment pour vous. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le à fond tout le temps.
Conseil numéro 2, prenez des pauses régulières et priorisez le mouvement. Donc la sédentarité dans nos métiers peut être épuisante mentalement et physiquement. Donc levez-vous régulièrement pour vous étirer ou faire quelques pas. L'Apple Watch d'ailleurs est formidable pour ça, petite publicité avec son rappel régulier, vous savez, ça vibre et ça dit levez-vous. Des pauses courtes, vous savez, même de 2 minutes pour respirer profondément ou vous dégourdir, peuvent aider à maintenir votre énergie. Cela dit, je recommande des pauses un tout petit peu plus longues. Ça vous permet de vous ressourcer. Donc, par ailleurs, intégrer une routine sportive, même modérée, est un excellent moyen de libérer les tensions accumulées au cours de la journée. Que vous pratiquiez le crossfit, le yoga ou la danse de forêt comme Josiane Pichet, bougez. Ne serait-ce que d'aller au travail en écoutant votre musique favorite. Par exemple, descendez pour les Parisiens du métro 2 stations avant d'arriver chez vous. Essayez encore une fois de ne pas être tout le temps et constamment dans le rush. Conseil numéro 3, apprenez à déléguer, à utiliser les outils technologiques qui existent maintenant eux aussi pour les juristes. Donc, gérer intelligemment votre charge de travail, ça passe par la délégation et l'utilisation des outils technologiques disponibles. Donc, entre l'intelligence artificielle et les nombreuses legal tech qui sont maintenant disponibles sur le marché, vous ne manquez pas de ressources pour vous aider à être plus efficace. Donc, automatisez les tâches répétitives avec des logiciels adaptés, comme ceux pour la gestion de documents ou la gestion des budgets d'avocats. Ça va vous libérer du temps pour vous concentrer sur des tâches plus stratégiques et stimulantes. Appliquez la théorie dont j'ai déjà parlé dans cette émission du Drive, Ditch, Delegate, le 3D, pour vous organiser dans la délégation. Posez-vous la question dans toute votre charge de travail sur les tâches que vous devez impérativement faire vous-même, celles qui franchement peuvent attendre ou ne doivent même pas être considérées. Prévenez votre hiérarchie. Non, je ne vais pas regarder le contrat de 400 pages sur la commande de papier toilette pour la société. C'est pas grave. Les enjeux ne sont pas tels que je dois y passer du temps. Il y a des sujets plus importants. Ou déléguer le reste à votre équipe, au business quand on fait leur travail. Combien de fois nous, les juristes, on fait le travail du business, à des cabinets d'avocats, etc. Vous n'êtes pas Superman et vous ne pouvez pas tout faire. Conseil numéro 4, prenez soin de votre santé mentale et n'hésitez pas à demander de l'aide. Il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance du soutien et il y a un réseau solide de collègues, de mentors, publicité, ou d'amis dans le milieu juridique peut faire la différence. Il existe de nombreux réseaux professionnels pour les juristes, l'AFJE, le Cercle Montesquieu, ou bien sûr, vous avez remarqué toute la pub dans cette chronique, pour les juristes nouvelles technologies, le Fleet Network, French Lawyers in Tech, cofondé par Audrey, ici présente, et votre serviteur. Si vous êtes submergé, parlez-en à un collègue, à un mentor, un professionnel de santé, le cas échéant si ça devient trop, un petit ping à la médecine du travail si les choses vont trop loin, et avant que cela ne soit trop tard. À supposer, bien sûr, avant de contacter la médecine du travail, que vous ayez tenté en interne d'aborder ce problème avec votre boss, votre DRH, etc. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire un signe de résilience. Et 5e et dernier conseil, accepter de lâcher prise et éviter le perfectionnisme. Le mieux est l'ennemi du bien. Les juristes ont souvent une tendance au perfectionnisme, ce qui peut exacerber les risques de burn-out. Apprenez à accepter que tout ne peut pas être parfait et que certaines erreurs sont humaines. Savoir vous contenter d'un travail bien fait, notamment en entreprise, sans chercher constamment à atteindre un idéal impossible, vous permettra de diminuer la pression que vous infligez. Alors surtout, faites du clear contract, du contrat clair avec votre sponsor, c'est-à-dire la personne à qui vous devez délivrer du succès, comme votre CEO, pour vous mettre d'accord sur le niveau d'analyse, le niveau de présentation, le niveau de la gueule de la PowerPoint, le niveau de temps à passer sur tel ou tel sujet. La pression que se met souvent est très éloignée de ce qu'attend le business. Donc, le burn-out n'est pas une fatalité. En prenant des mesures préventives et en vous écoutant, vous pouvez non seulement éviter l'épuisement, mais aussi retrouver du plaisir dans votre travail. Le plus important, c'est de se rappeler que la santé mentale et physique, votre bonheur personnel, doit toujours passer avant le travail. Contrairement à ce que dit James Bond, on ne vit qu'une fois. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Que de bons conseils et plein de bon sens. Merci, Pierre. Et tout de suite, jingle pour Audrey. Bien sûr. Get the fever. Merci pour la reprise de jingle, Pierre, qui me plaît tant depuis 75 épisodes. Donc, avec Marie, on a parlé risques psychosociaux. Pierre, tu nous as parlé de comment éviter le burn-out. Si malgré tout, ça vous arrive, parce que ça arrive, malheureusement,
il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on doit en parler et comment je dois en parler en entretien? Parce que moi, c'est ma partie, du coup, je rencontre des gens qui malheureusement ont été confrontés à cette partie-là. Donc, on s'assoit confortablement, on prend une grande respiration et on plonge dans le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de Christine. Comme vous savez, j'aime bien vous parler de personnes qui existent vraiment, des juristes que j'ai rencontrés et que je suis depuis de nombreuses années maintenant. Christine, quand je la rencontre, elle est un peu plus jeune que maintenant, c'était il y a une dizaine d'années. C'est une brillante juriste. Et elle a évolué en entreprise, en cabinet d'avocat. Et vraiment partout où elle passait, elle a eu plusieurs expériences. Elle laissait vraiment une empreinte très, très positive, une image d'excellence, quelqu'un de très rigoureux, vraiment quelqu'un de super. Au bout de quelques temps, moi, je n'ai plus de nouvelles et puis je la re-rencontre et elle avoue à demi-mot, comme je la connais bien, qu'elle a fait un burn-out. Et là, voilà, à force de donner à fond tout le temps, elle a craqué, comme ça arrive malheureusement à plusieurs personnes. Donc, Christine, elle a pris du recul entre-temps, elle a pris une pause bien méritée. Après quelques mois, elle a pu enfin sortir la tête de l'eau. Elle a recommencé à faire son CV, première étape, à passer des entretiens, faire des missions courtes pour se remettre un petit peu le pied à l'étrier et peut-être retrouver un CDI par la suite. Et au fur et à mesure des entretiens, moi je la connaissais bien, donc elle s'est permise de me poser la question. Elle m'a dit, est-ce que je dois vraiment parler de cette période de ma vie qui a été extrêmement compliquée, où le rythme, je n'arrivais pas à le suivre? Est-ce que c'est une bonne idée? Et elle en a parlé et j'ai conseillé de le faire justement parce que c'était vraiment important justement dans son parcours. Alors comment Christine elle s'y est prise? Première étape, voilà, elle n'en a pas fait un secret. Parce que soyons honnêtes, à notre époque, c'est difficile de le cacher. Et même si on veut le cacher, ça peut toujours ressortir. Donc c'est une très mauvaise idée. Mais elle s'est pas contentée de dire, voilà, j'ai fait un burn-out et puis passer à autre chose. Non, elle a expliqué du coup ce qui s'était passé. Et elle a vraiment expliqué aussi comment elle s'en est sortie et ce que ça lui a appris. Donc, c'est aussi stratégique de le mettre en avant de cette façon-là. Donc, elle a raconté comme si c'était un dossier compliqué. Elle a reconnu qu'à un moment, il y avait un trop plein de responsabilités, le contexte était vraiment trop difficile et trop de stress, et ça a eu raison d'elle. Donc, c'était aussi une manière, voilà, de prouver sa maturité, de savoir aussi expliquer comment elle s'en est sortie. Elle a beaucoup appris sur elle-même, elle a mis ça en avant. Et moi, ce que je trouve assez génial dans sa démarche, c'est qu'elle a pas présenter cette période comme une pause forcée, mais vraiment comme une opportunité d'évolution. Donc maintenant, elle sait comment mieux gérer son temps, elle sait reconnaître les signes avant-coureurs de l'épuisement et pour elle et pour ses équipes, donc important aussi quand on est manager, pour le coup. Et alors moi, comme je la connais, c'est un petit peu biaisé, mais les autres recruteurs qu'elle a pu rencontrer ont pu se dire, et j'en suis persuadée, cette personne-là, elle a réfléchi, elle a fait un vrai travail sur elle-même. Et c'est exactement ce que les recherches les entreprises aujourd'hui. C'est des gens honnêtes qui vont vraiment mettre en avant aussi leur capacité de résilience, comme tu le disais, Pierre, mais aussi ce que les gens ont appris de difficultés, que ce soit des dossiers ou que ce soit du coup cette période de vie plus compliquée. On sait tout ce que c'est parce qu'il y a des deadlines dans l'entreprise, du coup des dossiers très compliqués à gérer. On a des vies perso pas toujours simples non plus. Voilà, mais une personne qui a traversé un burn-out, qui en est ressortie plus forte, elle est plus lucide aussi sur ses capacités de ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne sait pas faire, ce qu'elle ne peut pas faire, pardon. C'est quelqu'un de précieux aussi. Donc là, j'avais vraiment un conseil à vous donner en tant que chasseuse de tête. Si vous avez traversé un burn-out, n'en faites pas une montagne, même si c'est très facile à dire à la place et voilà, quand vous êtes dedans. Mais en tout cas, quand vous en êtes sorti, ne le cachez pas. Soyez honnête, factuel et surtout mettez en avant ce que vous en avez retiré. Et ça, c'est valable pour toutes les expériences de vie de personnes que je rencontre en entretien qui ont vécu parfois des choses compliquées de santé ou autre chose. Si vous en parlez de manière factuelle, pas trop longue, il ne faut pas passer une demi-heure dessus non plus, mais en tout cas, être honnête et expliquer avec beaucoup de lucidité, voilà, de recul, ce que vous avez vécu, surtout ce que vous avez appris, ça peut être au contraire important et intéressant de faire ça. Voilà. Ce qui fait la différence, c'est pas que vous ayez craqué un jour, ça peut arriver à tout le monde, parce qu'on est tous des êtres humains. C'est comment vous avez rebondi et ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire après. Et Christine, elle s'est relevée, elle est plus forte, plus humaine, elle est courageuse pour le coup, et elle a décroché un poste encore plus intéressant parce que cette expérience de vie lui a prouvé que non, il y a des choses qu'elle ne serait pas prête à faire, elle se sent plus capable de les faire, et au contraire, elle sait exactement les conditions dans lesquelles elle veut travailler. Donc, la réponse à la question initiale, c'est parler de votre burn-out, parler d'autres difficultés que vous pourriez avoir vécues et parlez-en intelligemment comme d'une étape de votre parcours pour mieux rebondir ensuite. J'espère vraiment que ces conseils vous aideront dans vos prochains entretiens et surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique lors de la prochaine émission. Et je rends l'antenne Merci. à Lydia. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Et 5 minutes chrono, parce que Pierre calcule tout sur les chroniques. Merci beaucoup, Audrey. Merci à Pierre pour ces 2 chroniques. Et on ne s'en lasse pas, c'est toujours des bons conseils utiles et ça fait du bien de les entendre.
Et on va revenir à Marie avec des questions, et notamment donc, sur les risques psychosociaux, hein, pour une émission qui se veut détendue. Là, aujourd'hui, le sujet est un peu lourd, mais il y a des solutions, c'est ce qu'on va essayer de retenir. Maintenant, je vais quand même me faire un peu l'avocat du diable, Marie, parce que j'entends beaucoup dans les startups et tout ça, c'est très à la mode. On met un baby-foot, on met des jus de fruits frais et on pense que ça va aller pour tout le monde et que ça va déstresser les équipes. Parfois, c'est quand même un peu léger. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que c'est un bon début, mais effectivement, les jus de fruits et le baby-foot, c'est pas forcément suffisant. Mais Euh, c'est souvent le cas à beaucoup, hein, et les managers pensent que ça suffit pour gérer l'équilibre, restaurer le collectif, comme tu le dis, alors qu'on est loin, loin du compte. non, on est loin du compte, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a déjà un premier pas dans la démarche. Hum, Euh, hum. donc on peut capitaliser là-dessus en se disant bah, c'est bien, vous avez déjà investi, parce que qui dit baby-foot dit quand même un espace dédié pour des lieux de vie, créer des lieux de vie conviviaux. C'est une bonne démarche hein, parce que ça permet un collectif de travail, si on veut qu'il soit soudé et qu'il puisse vivre, il faut qu'il ait des lieux de rencontre et des temps de rencontre. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup galvaudé la stratégie du baby-foot, mais c'est quand même pas dénué de tout sens. Maintenant, si on veut bien faire les choses, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut commencer par faire un diagnostic. En fait, à quel risque mes salariés sont exposés, à quelle intensité? À partir de ce risque-là, se dire qu'est-ce que je peux repenser dans mon organisation de façon assez simple, hein, mais qui limiterait ce risque. Par exemple, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est vraiment très efficace, c'est que chacun ait un rôle précis et clair. Et que, parce que le stress de dire, bah non, mais ça, c'est à moi de le faire, mais pourquoi il intervient sur mon sujet, mais non, c'était à moi de... Ça, c'est un stress considérable, en fait. Donc La déjà, base. une action avec des fiches de poste claires, parce que dans les startups, en plus, souvent, on a grossi, on a eu l'hypercroissance, donc on a beaucoup recruté, et les rôles ne sont pas forcément bien définis. Et donc, commencer par avoir une fiche de poste claire, c'est un bon facteur de protection. Après, on peut aussi avoir, Pierre, ce que tu disais, c'est très intéressant sur la définition des rythmes de travail. Donc, laisser de l'autonomie, permettre aux gens de souffler, fixer des horaires, négocier sur le droit à la déconnexion. C'est une obligation légale, hein. Moi, je le souffle souvent à mes clients et je leur dis, bah, attendez, ouvrez une négociation sur le droit à la déconnexion. C'est vraiment intéressant, vous en verrez les bénéfices en mettant en place une réflexion, dotez-vous de règles claires et c'est pas pour ça que vous allez diminuer l'engagement des salariés. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça la crainte des employeurs, c'est de dire aujourd'hui, j'ai des salariés très engagés, j'ai pas envie de casser cette dynamique-là. Parce que c'est là où c'est toute la complexité des risques psychosociaux. Tout à l'heure, je vous parlais de risques vous savez, de facteurs de protection et de balance. Et ben, l'engagement des salariés, le fait qu'ils aiment faire ce qu'ils font et le faire à fond, c'est un facteur de protection. Donc, il ne faut pas non plus casser cette dynamique-là. Mais vous pouvez aussi avoir des actions, Pierre, tu parlais de mentoring, tu en as parlé tout à l'heure, très efficace. C'est-à-dire que chaque salarié qui arrive dans l'entreprise, il est un mentor à qui il peut parler, qui va lui donner les petits tips qui facilitent la vie, les codes. Parce que ça aussi, c'est un source de stress. C'est que dans toute organisation, il y a un peu des codes, d'une façon de se comporter, de parler, de ce qu'on attend de vous, dans votre manière d'être. Et finalement, de pouvoir avoir un mentor qui vous dit, non, mais tu sais, chez nous, ça se fait pas trop. Voilà, typiquement, enfin, pour donner un exemple, au sein de notre cabinet BG2V, on est en flex office. Et donc, on a vraiment pensé des espaces de vie conviviaux, on a un baby-foot, on s'est complètement engagé dans cette stratégie-là. Mais par exemple, il y a un code, c'est que on n'apprécie pas quand les gens jouent pas le jeu du flex et ils restent tout le temps à la même place. Voilà. Et souvent, les jeunes collaborateurs, les stagiaires, ils n'osent pas trop, donc ils se mettent tout le temps à la même place. Et donc, quelqu'un leur souffle en disant, non, attends, tu sais, chez BG2V, on joue le jeu du flex, on veut que tout le monde se connaisse, qu'il y ait une vraie transversalité dans nos relations entre avocats, collaborateurs, avocats associés avec le staff. Donc, vraiment, on apprécie voilà, quand les gens jouent le jeu du flex et échangent. Voilà, souffler le code, ça peut être une des vertus du mentoring.
Après, il faut être vigilant en fait à l'apparition des signaux faibles. Donc les signaux faibles, c'est quoi? C'est je me mets à avoir de l'absentéisme. Des salariés, j'ai des arrêts maladie. Parce que dans des quantités d'entreprises, des arrêts maladie, ça n'existe pas, il n'y en a jamais. Tout d'un coup, je commence à avoir des arrêts maladie. Je me mets à avoir beaucoup plus de turnover. Je constate une baisse de performance. Ou j'ai un salarié, il se plaint de harcèlement, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il raconte, il n'a pas été harcelé. Si, même si le harcèlement n'est pas avéré, c'est un signal faible. Et donc, c'est ces ensembles d'éléments qui fait que là, on doit se dire, bah là, non, j'ai trop de signaux faibles, il faut que je traite le sujet. Donc, que j'en parle, que je fasse une enquête, que je fasse un diagnostic et que je mette en place donc un plan d'action, les moyens pour réduire justement cette exposition au risque. Tu sais, sur ce que tu dis sur interroger les voisins, machin, etc., moi, c'est un Mhm. truc que, bah, encore une fois, j'ai connu dans mon expérience parce que, et que vraiment, je dis constamment aux gens que je coach, il faut faire très attention à faire ce que j'appelle du skip level, en tenant toute l'équipe au courant, mais c'est-à-dire en prenant l'occasion de ne pas écouter uniquement, notamment quand vous avez une équipe d'une certaine taille, ce que vous dit la personne que vous managez directement. Il faut sauter le niveau et aller en dessous, voire tout en bas parce que vous avez des gens qui sont excellents à ce qu'on dit, à ce qu'on appelle managing up, donc ils sont parfaits avec leur manager et qui peuvent être des tyrans vis-à-vis des gens qu'ils managent. Donc en faisant l'exercice régulièrement de sauter d'un niveau, voire de deux niveaux, en disant bien évidemment c'est pas le but d'aller t'espionner, etc. Mais juste moi je veux savoir je veux avoir le pouls de l'équipe de manière voilà. Et donc moi c'était très clair, je le faisais 2 fois par an et que j'allais voir tous les niveaux de l'équipe, et bien parfois on découvre des situations fort intéressantes. Ça m'est arrivé une fois où je me suis rendu compte que quelqu'un était top avec moi, mais était vraiment quelqu'un d'ignoble avec ses équipes, et il a fallu que je prenne les décisions qui s'imposaient. Donc voilà, c'est très très important de prendre le temps, si vous managez dans des équipes d'une certaine taille, d'aller regarder, y compris emmener le stagiaire une fois par an, l'assistante juridique, le paralegal, vraiment, et notamment c'est compliqué quand vous managez plusieurs pays, eh bien, il faut essayer vraiment d'avoir un budget pour voyager et aller voir comment ça se passe sur place pour vraiment sentir les choses. Voilà, tout ça en toute transparence pour que voilà, les personnes que vous managez ne croient pas qu'ils sont, que c'est du Harceler eux-mêmes. ils sont harcelés eux-mêmes et que c'est de l'espionnage, mais c'est juste, voilà. Et la façon avec laquelle on règle ce problème, c'est qu'évidemment, vous autorisez les gens que vous managez à aller parler à votre supérieur directement aussi. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je vais m'autoriser à aller voir en dessous de soi ce qui se passe. Tu peux bien évidemment, si tu as un souci ou si tu veux, avoir accès à mon manager aussi. Donc, c'est cette espèce de skip level dans tous les sens qui, Oui. je pense, permet à tout le monde d'être parfaitement, d'avoir un canal de communication très ouvert et surtout de détecter ces cas qui peuvent arriver. Voilà. Et C'était tu as mon raison, petit Pierre, et point. je me permets juste d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis. La visio et le télétravail a rendu ça beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'avant, ce skip level, il se faisait de façon très informelle, justement au baby-foot ou à la machine à café. Tu as tout à fait C'est raison. tiens, t'as pas l'air en forme, qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah tu sais, voilà. Et on avait une remontée d'informations. Avec le développement du télétravail et les réunions en vidéo, on capte moins les signaux faibles pour parler en langage RPS. Et donc, il faut mettre en place peut-être des routines managériales, effectivement, pour avoir une meilleure remontée de ces signaux faibles. Ouais. On ne dira jamais assez le live. Alors, je sais que bon, il y a toujours les coûts, etc. Mais voilà, moi, je reste convaincu que de voir les gens Ah oui. au moins une fois par an, rien ne remplace ça. Le body language qu'on voit quand on parle à quelqu'un à quelques centimètres, c'est très hyper important. Audrey, je crois que tu as une dernière question. Oui, tout à fait, Pierre. Marie, en fait, tu as parlé évidemment des salariés qui sont forcément concernés par ces sujets-là, du manager, mais est-ce que tu peux nous donner un rapide panorama en fait de toutes les personnes qui sont impliquées en fait dans les questions de RPS et surtout qui doit agir sur ces Alors, questions-là? ouais, alors effectivement, donc c'est donc l'acteur le plus évident, c'est l'employeur qui doit agir sur les RPS. On a vu, il a une obligation légale, c'est son intérêt économique, il a un vrai enjeu réputationnel.
Les autres acteurs, c'est les managers en fait, c'est l'encadrement et les managers qui sont vraiment exposés au premier chef et il faut les accompagner parce que c'est quand même difficile. On fait peser de plus en plus de responsabilités sur les managers. Ils ont souvent pas tant de moyens que ça, particulièrement dans des entreprises où les managers continuent à produire eux-mêmes et encadrent une équipe. Et donc, il faut vraiment les former. Et d'autant plus que c'est ce que je disais tout à l'heure avec le travail hybride, c'est-à-dire moitié présentiel, moitié télétravail, on leur a quand même pas facilité la tâche. Donc il faut les accompagner, comment mettre en place des routines managériales, comment délivrer un feedback positif, être dans la bienveillance, mais en même temps pas dans l'exigence, comment manager des gens qui sont moins performants, parce que c'est ça la difficulté souvent. Moi, les situations de harcèlement qui arrivent en contentieux. Généralement, l'employeur me dit, et en plus, mais il est nul, celui-là. Mais en fait, c'est souvent le cas. En fait, c'est que la difficulté, ça va être de manager des gens qui sont un peu moins performants ou pas à leur place ou à qui on n'a pas donné les moyens suffisants. Alors après, si on se place du point de vue du salarié, qu'est-ce qu'il peut faire? Pierre, tu disais tout à l'heure, il faut en parler à son boss. Ça, c'est effectivement le premier levier. Parfois, ça suffit pas. Donc, on peut escalader, on peut faire du skip level. Si c'est pas possible ou si c'est pas suffisant, vous avez les représentants du personnel, donc c'est le CSE, qui ont une véritable mission à la fois de prévention, d'accompagnement des risques psychosociaux. Ils ont un droit d'alerte aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent formaliser une alerte auprès de l'employeur, qui a dans ces cas-là l'obligation de mener une enquête contradictoire avec le représentant du personnel et de se mettre d'accord avec le représentant du personnel sur les mesures à mettre en œuvre. Et s'il n'y a pas d'accord, dans ces cas-là, le représentant du personnel peut saisir le conseil de prud'homme qui va statuer selon une procédure accélérée au fond et qui va ordonner à l'employeur de mettre en place les mesures qu'il estime nécessaires. Donc, les représentants du personnel en matière de RPS, ils ont donc ce droit d'alerte qui s'appelle le droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes, qui est un levier très efficace et qui est très utilisé. Après, vous avez effectivement la possibilité, Pierre t'en parlait tout à l'heure, de saisir le médecin du travail. Le médecin du travail peut faire une alerte auprès de l'employeur et il peut surtout vous dire, attention, là, vous avez besoin de repos, il faut vous arrêter et vous orienter vers le médecin traitant. Donc, c'est un double intérêt. Et vous avez sinon l'inspecteur du travail qui peut quand même agir de façon un peu plus coercitive. Et on ne les a pas cités, mais bien entendu, les ressources humaines. Ils ont un rôle évident, ils ont un rôle un peu de tiers. Alors même si c'est pas un tiers extérieur comme un avocat quand ils enquêtent, ils sont quand même un tiers par rapport à la relation managériale et le business. Et dans une certaine mesure, enfin ça dépend de la place qu'on leur laisse dans l'entreprise, mais ils peuvent agir, alerter et faire des recommandations aussi en matière de RPS. Merci, merci beaucoup Marie. J'ajouterais juste, ça me fait penser à quelque chose, évidemment, tout ce que tu racontes. Je reçois régulièrement des collaborateurs, enfin des équipes au théâtre pour les formations prise de parole en public. Et comme tu le mentionnais, avec le travail hybride, je me rends compte à quel point les gens ne se sont pas vus depuis des semaines, des mois. Certains même ne se sont jamais vus. Ça paraît dingue, mais c'est le cas. Parce qu'ils ont été recrutés, parce qu'ils ont fait de la visio, parce que voilà, donc certains se rencontrent pour de vrai pour la première fois. Et les moments qu'on a, alors au théâtre en plus, on est dans la com évidemment, mais ne serait-ce que d'aller déjeuner au restaurant ensemble le midi, je sens à quel point ils ont un besoin de libérer la parole qui est juste extraordinaire. Donc c'est pas un détail en fait, c'est encore une fois la communication la clé, c'est le besoin de verbaliser, de parler, que ce soit de choses positives ou négatives, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses positives qui sont dites pendant ces déjeuners, mais je pense un vrai besoin de communiquer, c'est la clé, toujours. Merci beaucoup Marie, on aura encore Merci à tellement de vous. choses à dire sur tout ça, mais tu nous as éclairé sur plein de choses et j'espère surtout que ça va alerter beaucoup de monde, ce que tu nous racontes et que cette émission va être énormément écoutée. Merci à Pierre, merci à Audrey. C'était la 75e émission.
Un petit clin d'œil tout particulier également à Maëva, Estelle et Thomas, parce que oui, il y a du monde derrière le rideau de Legal Club Sandwich et on a besoin d'eux pour créer ces émissions. Donc, on pense à eux et on les embrasse. Dans 15 jours, nous recevrons Valérie Ada. Valérie Ada, elle est costumière sur des longs métrages et des séries à succès. Et elle viendra nous parler de l'importance du costume, du look. Voilà, un sujet qui va nous passionner, qui nous donnera aussi, j'imagine, beaucoup d'idées pour nous approprier un look qui nous ressemble. Et ça, on adore. Merci à tous les trois. Passez une très bonne journée et on se retrouve dans 15 jours. Merci Marie. Jingle. Merci à vous. Et jingle, c'est du direct, toujours. Merci Marmioux. On a perdu notre ingé son. C'est parfait, le voilà.